du sang et des urines de Peter n'indiquent pas la présence de coke, ni d'autres stupéfiants. Mais une contre-expertise demandée par les avocats d'Alexandre sur une mèche de cheveux de Peter va révéler la présence de cocaïne. En effet, ces analyses permettent de dater et d'établir un profil de consommation de substances stupéfiantes, médicamenteuses ou toxiques. On en a retrouvé, parce qu'ils ont fait, à l'Institut médico-légal, ils ont fait une analyse de ses cheveux, donc on a retrouvé des taux, parce que ça faisait 30 ans qu'il prenait ces conneries. Donc moi je pensais qu'il avait continué, qu'il avait arrêté, qu'il en prenait un tout petit peu. En fait, il n'a jamais vraiment arrêté. Pour moi, c'est de la folie. Vous pouvez demander à une centaine de ses amis à travers le monde, en Australie, en Amérique, ou encore ici à Londres, Peter Hyking ne se droguait pas. Il aimait manger, il appréciait les bons vins, il était très généreux avec ses amis. Mais pour quiconque, d'insinuer que Peter prenait des drogues, c'est une absurdité. Vous savez, nous étions tous dans l'industrie du disque. Et plus jeunes, beaucoup d'entre nous prenions des drogues, bien évidemment. En revanche, dans les années 80, nous avons laissé tout ça derrière nous. Et John Reid ajoute: Vous savez, j'espère vraiment qu'il y aura un procès. Et que, au final, la justice sera rendue pour Peter Hyking. Au fond de moi, je pense qu'il a été tué et que les responsables de sa mort font l'objet d'une enquête criminelle en France. Il y a un autre personnage célèbre, c'est John Reid, qui est le manager d'Elton John et qui, lui, t'accuse d'être responsable de la mort de Peter Hyking. Oui, le même John Reid qui m'écrit, qui m'aime et compagnie. C'est grotesque. Alors, John Reid, je le connais depuis pas mal d'années. Certaines personnes tombent amoureuses de moi et ensuite, quand ils n'arrivent pas à arriver à leur fin, il y a une espèce de vengeance. Et là, c'est qu'une vengeance de tapette. Alexandre, victime de vengeances amoureuses, mais aussi victime de la presse et de règlements de compte entre avocats. J'ai été un peu l'objet d'une guerre de ce qu'on appelle des ténors du barreau. Parce qu'ils sont opposés dans d'autres dossiers. Ah oui, dans un dossier très très sensible. À l'époque, qui était très sensible, qui mettait en jeu des gens du gouvernement. Je crois que c'est très clair, Clearstream. C'est très clair. Clearstream. Oui. Et ils sont également opposés dans l'affaire Bettencourt. Oui. Je ne connais pas de petits avocats. Alexandre accuse son avocat défenseur de s'être servi de lui pour déstabiliser un autre avocat très influent, dont Alexandre était l'ami. Quoi qu'il en soit, Alexandre et ses co-accusés seront libérés sous contrôle judiciaire, après une décision de la Cour d'appel, puis de la Chambre de l'instruction. Malgré tout, les actes judiciaires continuent de plus belle, avec notamment le déplacement fin février 2012 à Londres de 2 officiers du Quai des Orfèvres au siège de Scotland Yard à Londres. Ils ont entendu une demi-douzaine de témoins importants de l'affaire. Des commissions rogatoires ont été lancées pour que des policiers puissent se rendre en Australie puis en Californie. Aujourd'hui, même s'ils ont été remis en liberté, Alexandre et ses 2 amis restent mis en examen pour assassinat, faux et usage de faux. Et depuis quelques semaines, le neveu australien et l'ayant droit de Peter s'est lui constitué partie civile en France. Mais Alexandre insiste. On ne peut pas accuser quelqu'un de meurtre alors que la personne est morte d'une bronchopneumopathie et que ça a été prouvé. On ne peut pas m'accuser de faux testament vu que je ne l'ai pas produit, je ne l'ai pas fait et je l'ai écarté. Quand je me suis rendu compte de la connerie du papier fait par des gens d'une stupidité sans nom, on l'a fait écarter de la procédure. Là, Alexandre accuse carrément ses co-accusés d'avoir fabriqué, à son insu, le fameux testament qui le désigne comme bénéficiaire de la fortune de Peter. C'est la première fois que la cohésion et l'unité du petit groupe s'effritent. Ils étaient de toute évidence très liés et voués à rester ensemble. Si Alex partait, Jérémy pouvait aller à la police pour tout raconter. Jérémy avait beaucoup d'infos sur Alex et Letty aussi en avait. Alors, Jérémy travaillait pour moi, il était un peu mon assistant et Laetitia, c'est une amie que j'aimais beaucoup, que je vois plus depuis l'affaire, des gens que je connais depuis... Jérémy, je le connaissais depuis une dizaine d'années, Laetitia depuis une quinzaine d'années. Donc des gens très proches.
Maintenant, c'est chacun pour soi. Jérémy comme Letty ont refusé nos demandes d'entretien, tout comme leurs défenseurs. Je pense que nous devons tous aider la police française pour comprendre qui sont réellement ces gens-là. Si l'on connaissait un peu mieux leur caractère, cela nous permettrait certainement de savoir jusqu'où ils sont capables d'aller. Car il faut être profondément méchant pour faire une chose pareille. Alors, me direz-vous, escroquerie, crime parfait ou mort simplement naturelle? L'enquête semble manquer de preuves matérielles et les policiers du quai des Orfèvres ne disposent que d'un faisceau d'indices concordants, comme on dit. Ce qui est sûr, c'est que des doses mortelles de paracétamol ont bien causé la mort de Peter Aikin. Alex est-il le dangereux empoisonneur en série que la brigade criminelle pense avoir arrêté? Ou simplement un bad boy chic, un peu escroc, un dandy au charme redoutable qui aime l'argent et profite des gens qu'il rencontre? Ce sera à la justice de le déterminer. J'ai été très chanceux. Je pense que je suis juste, mais je pense que j'étais mal encadré. Voilà, il y a une vraie part d'ombre chez cet Alexandre. Qui se cache réellement derrière cette gueule d'ange? Méditez, bonsoir.